Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette émission spéciale en direct de Bordeaux. 1h30 d'émission en partenariat avec TV7 et le journal Sud-Ouest qui nous font plaisir de nous accueillir ici dans leurs locaux. Dans 30 minutes, nous serons avec le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. 1 heure d'interview, nous parlerons de la gestion de la crise sanitaire, mais aussi d'écologie, d'économie, de transport et bien sûr des élections régionales. On l'interrogera aussi sur la politique nationale et notamment la loi séparatisme qui a été présentée mercredi en Conseil des ministres, ainsi que la proposition de loi sur la sécurité globale qui continue de faire débat. Mais avant de recevoir Alain Rousset, 2 invités. Dans 15 minutes, nous serons avec Nathalie Delattre, la sénatrice de la Gironde. Et pour commencer cette émission, on est avec le maire de Bordeaux. Bonjour Pierre Urmic. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, de nous recevoir ici dans votre ville. Vous êtes maire écologiste de Bordeaux depuis le mois de juin dernier. Et pour vous interroger à mes côtés, Raphaël Orenbuch. Bonjour Raphaël. Bonjour. Journaliste et présentatrice de la matinale de TV7. Pierre Urmic, on va commencer avec vous par ces annonces de Jean Castex qui étaient très attendues. Il n'y aura pas vraiment d'allègement du confinement. Noël est préservé, mais on passera un jour de l'an sous couvre-feu et le monde de la culture reste sous cloche. Pas d'ouverture des théâtres, des musées, des cinémas. Est-ce que vous soutenez ces décisions? Est-ce que vous les comprenez? Je les comprends. Ce qui m'inquiète le plus, avant même de parler des décisions, c'est que la situation épidémiologique s'aggrave partout, y compris ici, chez nous, Bordeaux Métropole. Jusqu'à présent, nous connaissions une tendance qui était légèrement à la baisse. On se rend compte que maintenant, les indicateurs sont à la hausse, y compris et surtout chez les plus de 105 ans. Et ici à Bordeaux? C'est un vrai souci, oui, y compris sur Bordeaux. Jusqu'à présent, nous étions relativement préservés. Nous sommes encore moins soumis à la propagation de l'épidémie que d'autres, mais la situation reste également inquiétante sur notre territoire. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que je suis aussi inquiet pour nos acteurs culturels. Il y a quelques jours, j'ai présenté les nouvelles orientations de la nouvelle municipalité en matière culturelle et j'ai appelé les Bordelaises et les Bordelais à surtout faire vivre le spectacle à l'occasion des fêtes de fin d'année, aller dans les musées, aller dans les salles de cinéma, aller au théâtre, etc. En disant toutes ces salles vont rouvrir le 15 décembre et je me rends compte qu'il n'en est rien. Donc, mais il a eu raison de prendre ces décisions, Jean Castex. Je pense que les décisions sont très difficiles à prendre et que les impératifs sanitaires oublient. Mais cela va nous imposer, nous, mairies, à être encore plus vigilants pour aider nos acteurs culturels, particulièrement pénalisés par la situation, à se relever, comme aider, j'ai envie de dire, tous les Bordelais à résister et à sortir dans les meilleures conditions de cette grave crise sanitaire. Le vaccin, Pierre Urmic, pourrait être disponible en France d'ici quelques semaines. Comment est-ce que vous comptez, vous, à Bordeaux, mettre en place la stratégie vaccinale, la campagne vaccinale? Moi, dès le début, j'ai dit que nous serons prêts, nous, collectivités locales, nous, mairies, à aider le gouvernement dans toutes les mesures qu'il sera amené à prendre, en souhaitant qu'il y ait plus de concertation sur cette phase-là que sur la phase numéro 1, où, vous savez, on n'est pas tellement associé aux mesures prises. On est informé, parfois au dernier moment, mais on est informé. Moi, je souhaiterais qu'au nom de la décentralisation, mais surtout au nom de l'efficacité, c'est nous qui connaissons quand même le mieux le terrain. Nous soyons le plus possible associés aux mesures qui sont prises, ne serait-ce que pour les accompagner, pour accompagner nos habitants. Nous, on a des salles municipales qu'on pourra mettre à la disposition. On a aussi beaucoup de médecins généralistes à Bordeaux, dont on sait qu'ils seront particulièrement vigilants et actifs. Mais la mairie, en tout cas, répondra présent à toutes les sollicitations qui nous seront présentées pour aider à sortir le plus vite possible de cette crise sanitaire. On va parler, Pierre Urmic, de la loi sécurité globale. Avant de parler du fond du texte, vous étiez vous-même dans le cortège de la manifestation contre cette loi à Bordeaux il y a 2 semaines. C'était une mobilisation, on le sait, qui a dégénéré, qui a causé beaucoup de dégâts, notamment pour les commerçants qui venaient de rouvrir dans le centre-ville. Est-ce que vous comprenez que votre présence en tête de cortège ait pu choquer certains ? Alors, ma présence n'était pas exactement en tête de cortège en début de manifestation. Et je vais vous dire ce qui m'inquiète, et qui me choque à mon tour, c'est que je pense qu'on vit quand même une période dans laquelle il y a quand même un courant un peu liberticide. Pour aller reprocher à un maire, à un élu, de faire partie d'une manifestation pour les libertés publiques au motif qu'elle a dégénéré, je trouve que c'est vraiment ce que j'appelle une ambiance et un vent un peu liberticide. Vous savez, moi ça fait des années que je participe pratiquement toutes les manifestations, quel que soit le régime politique, pour les libertés.
Je suis avocat, j'ai toujours été un avocat très engagé sur ce terrain-là. Je suis un citoyen très engagé et j'ai considéré que le fait que je sois maire de Bordeaux ne devait pas m'interdire, au contraire, devait m'inciter à poursuivre des combats que j'ai toujours menés. Donc, j'étais au début de la manifestation, mais... Vous comprenez qu'après la casse qu'il y a eu, avec du recul, ça... Il y avait 12 000 manifestants. On ne peut pas dire que les 12 000 manifestants sont responsables, pas plus eux que moi, sont responsables de la casse et d'une manifestation qui a dégénéré. Pas les manifestants qui ont cassé, c'était des casseurs qui ont quitté la manifestation. Donc, je trouve cette espèce d'amalgame extrêmement dangereux. Et de stigmatiser un élu parce qu'il a participé à une manifestation, quelle qu'elle soit, ça me conforte dans l'idée qu'on a intérêt à manifester le plus possible pour que nos libertés publiques soient respectées par tout le monde. Et puis j'ajoute que si j'étais au début de la manifestation, dès 14h30, j'étais dans les rues de Bordeaux pour aller vérifier que les mesures que la municipalité avait prises pour accompagner les commerçants dans le cadre de la résistance à la propagation du virus étaient bien appliquées. J'étais dans les rues de Bordeaux pour discuter avec les médiateurs que la municipalité avait mis à disposition des habitants pour les inciter à respecter les distances, etc. Donc, si vous voulez, j'étais peut-être un maire manifestant, mais j'étais aussi le maire des commerçants. En même temps, c'est ça ma vision du maire. Pas un maire clientéliste, mais un maire qui est là où il pense qu'il doit être, et notamment au secours, à aider ses commerçants quand le besoin s'en fait sentir. Et j'ai passé mon samedi après-midi, et même mon dimanche matin, je suis allé sur place, voir la casse, discuter avec les commerçants. Donc je pense qu'on ne peut pas me reprocher d'avoir été défaillant sur ce terrain-là. Justement, de la casse, Pierre Urmic, il y en a eu il y a 2 semaines, il y en avait eu aussi beaucoup pendant les manifestations des Gilets jaunes à Bordeaux il y a 2 ans. Depuis quelques mois, on parle d'une montée de l'insécurité dans la capitale de la Gironde. Est-ce que vous diriez qu'à Bordeaux, il y a un problème de maintien de l'ordre aujourd'hui? On a été confronté à ce problème d'insécurité. Moi, c'est un des premiers problèmes que j'ai eu à régler dès que j'ai été élu maire de Bordeaux. Pendant la campagne, on m'avait beaucoup alerté, notamment des quartiers comme Saint-Michel, sur le fait qu'il y avait un problème d'insécurité grandissante. Je crois que ma première visite, quand j'ai été élu maire de Bordeaux, ça a été d'aller voir la procureure de la République pour lui dire, écoutez, nous serons à vos côtés pour rétablir la sécurité, notamment dans le quartier Saint-Michel. Immédiatement, on a mis en place des outils comme un conseil local de traitement de la délinquance. Précisément, sur ce quartier, la mairie a été particulièrement présente. Et je note, et beaucoup me le disent, que l'insécurité est en train de reculer, notamment dans ce quartier-là. Je pense que l'élection municipale aussi a été un peu une étincelle, une prise de conscience de la part des nouveaux élus, à dire on va pas démarrer notre mandat en laissant l'insécurité s'installant. Certains ont dit c'est paradoxal pour un maire vert, mais le candidat écologiste avait dit pendant la campagne, il faudra mettre plus de bleu dans les rues. Oui, alors justement, vous avez promis en septembre qu'on allait recruter des nouveaux policiers municipaux. On est en train de le faire, ça se fait pas sur un claquement des doigts. C'est assez difficile, il y a des problèmes de recrutement. Dans le recrutement. On va les avoir vraisemblablement au début de l'année, mais il y a des problèmes de recrutement de la police municipale dans toutes les mairies. Quand je discutais avec mes collègues, c'est pour ça que l'association des maires des grandes villes, qui s'appelle France Urbaine, a préconisé une école nationale des polices municipales pour qu'il y ait un outil de formation et pour revaloriser un peu la place. Et moi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. On a un problème de recrutement, mais on va les recruter. Quand je dis il faut plus de bleu dans les rues, il faut que la police nationale se donne les moyens de revenir à une politique d'îlotage, mais il faut aussi que les maires se donnent les moyens d'avoir des policiers dans les rues. Moi, une des premières instructions... armés, Pierre Urmic, pour vous? Non, pas la police municipale est censée assurer la tranquillité publique, à l'inverse de la police nationale qui, elle, doit lutter contre l'insécurité. Alors, il faut qu'elles travaillent ensemble, ça me paraît une évidence, mais chacun dans son créneau. Et armer la police municipale, ça veut dire que vous acceptez de fait que la police municipale soit de plus en plus amalgamée à la police nationale, qu'elle fasse le même job, le même boulot, et qu'elle fasse surtout à la place d'eux. Ce dont rêve effectivement le gouvernement, en disant on va confier aux communes, on va se dégager d'une fonction qui est pour moi totalement régalienne. Ça veut dire que l'élargissement des pouvoirs de la police municipale qui sont dans la loi sécurité globale, vous êtes opposé Non, moi je suis pas systématiquement opposé, mais je regrette qu'il n'en ait pas parlé avec les maires, si ce n'est avec certains. Mais moi j'ai des collègues maires, je ne vais pas les citer, qui sont des shérifs. Qui rêvent d'être le premier flic sur leur commune. Passez-moi l'expression. Vous avez deviné quand même certaines villes du Sud-Est, Christian Estrosi. Bien connues. C'est vous qui l'avez dit. Mais bon, c'est lui que vous visez. Certains se rêvent en shérif quand même. Et vous avez deviné à qui je faisais allusion. Moi, je suis pas un maire shérif.
considère que la sécurité publique, c'est le rôle de l'État. Moi, je veux être jugé sur mes réussites dans mes domaines de compétences. Je trouve qu'on a déjà beaucoup de compétences, on est déjà très attendu là-dessus, que l'État fasse son boulot et le maire fera le sien. Raphaël, on va parler d'écologie. On va parler d'écologie et peut-être du début de votre mandat, Pierre Urmic. Vous êtes maire de Bordeaux depuis 6 mois, après 25 années, on le sait, passées dans l'opposition ici. Depuis 6 mois, on a surtout entendu parler de vous à travers des polémiques. Celle autour de votre décision d'enlever le sapin de Noël de la place Péberlan, celle autour de votre hommage raté à Jacques Chaban-Delmas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez ces polémiques ? Alors, vous savez, je vais vous dire d'abord que on change pas le cap sans provoquer le gîte pendant la manœuvre. Et le gîte pendant la manœuvre, ça a été une espèce de buzz médiatique, je trouve un peu malsain, autour de déclarations dont on peut penser qu'elles étaient peut-être plus ou moins heureuses ou malheureuses. Mais ce que j'ai pas aimé, si vous voulez, pour aller au fond des choses, c'est qu'on mente. Quand j'ai vu dans les réseaux sociaux que le maire de Bordeaux était contre Noël, contre les sapins de Noël, voulait interdire les sapins de Noël à Bordeaux. Alors que ce que j'avais dit, il faut restituer quand même les choses dans la réalité. Jusqu'à présent, Bordeaux avait un sapin de 17 mètres qui était coupé, installé sur la place Péberlan, qui l'an dernier a été abattu par la tempête, endommagé 10 kilomètres de guirlande électrique quand même, qui décorait le sapin, qui ont été endommagés par la tempête. Cette affaire nous coûtait 60 000 euros quand même. Ça a coûté 60 000 euros aux contribuables bordelais. Moi j'ai dit cette année, il n'y aura pas d'arbres morts. Je dis je préfère les arbres vivants. C'était peut-être un problème de timing finalement d'annoncer ça en pleine crise sanitaire au moment d'un reconfinement. Ça me paraissait totalement déplacé. Alors, je suis tellement peu anti-sapin que il y aura des sapins en pot, il y a des sapins en pot dans les 105 écoles primaires et élémentaires de Bordeaux, qui en plus, parce que comme je suis pas un maire gaspille, qui vont être récupérés après la période de Noël pour être plantés, mais des vrais sapins, des sapins en pot. Voilà, donc je suis pas plus anti-sapin, mais voilà, je considérais que c'était la gabegie, c'était du gaspillage, et qu'il était mon devoir de maire, faire économiser aux Bordelais, ou en tout cas de dépenser différemment 60 000 euros. Mais quel buzz médiatique autour mais est-ce que vous vous y attendez ? Est-ce que vous dites pas ? Est-ce que finalement vous vous êtes dit c'est plus compliqué que ce que je pensais d'être maire de Bordeaux ? Oui. Est-ce que vous dites que du coup vous avez un peu raté le début de votre mandat ? Non, ce que j'ai raté, c'est que j'avais effectivement sous-estimé peu la rancœur de mes adversaires politiques locaux, parce que c'est quand même eux qui sont à l'origine du buzz médiatique. Donc c'est vrai qu'ils ont été totalement traumatisés par la défaite électorale à laquelle ils s'attendaient pas. Ils m'ont demandé de faire un conseil municipal exceptionnel autour du sapin. Donc ça, effectivement, ça a fait du bruit. Mais je n'imaginais pas un instant qu'ils seraient à ce point-là. Ils sont restés quand même, la même famille politique a gouverné la ville pendant 73 ans. Quand même, Bordeaux est une exception. Donc 73 ans, quand ça bascule et que vous n'y attendez pas, effectivement, j'avais sous-estimé leur amertume, leur traumatisme. Et ça serait à refaire, effectivement, peut-être que j'emploierais des mots un peu moins forts que parler d'arbres morts. Je dirais, on gaspillera pas, on n'est pas anti-sapin, mais on va arrêter de gaspiller l'argent public à l'occasion des fêtes de Noël. Pour parler d'écologie, justement, Pierre Urmic, et pour parler du fond, peut-être un peu plus en devenant maire de Bordeaux, vous avez enterré le principe de cogestion qui régnait à la métropole pendant de longues années. Aujourd'hui, c'est donc votre allié au municipal, le PS, avec Alain Anziani qui est à la tête de Bordeaux Métropole. Et il y a quelques jours, vous avez eu votre premier grand désaccord, si je puis dire, concernant un grand projet justement aéronautique que défendent les élus socialistes et la droite. Vous avez voté contre. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher ? Alors, d'abord, c'est pas un grand désaccord. Ensuite, on n'a pas voté contre. On s'est abstenu. On voulait pas voter contre parce que voter contre, c'était faire de la droite un peu l'arbitre de nos divergences. On n'a pas exactement la même vision sur la reconversion de la filière aéronautique. Nous considérons que la filière aéronautique symbolise actuellement un secteur particulièrement polluant, particulièrement responsable de l'augmentation de nos gaz à effet de serre et qu'il faut prendre un certain nombre de décisions en vue de la reconversion douce de ce secteur-là. Nous condamnons une fuite en avant. Mais nous discutons avec nos partenaires et nous sommes arrivés au fait que nous ne voulions pas voter contre, nous voulions dire quelles étaient publiquement, quelles étaient nos divergences, ce qui nous a menés à nous abstenir. Mais en politique, je suis aussi pour faire l'apologie de la biodiversité, quoi. On n'est pas une majorité, tout le monde n'est pas
le doigt sur la couture du pantalon, comme on l'a vu dans le passé dans certaines villes, comme Bordeaux. Donc, il peut y avoir des divergences ponctuelles, mais on considère qu'on est d'accord sur l'essentiel et que sur certains sujets, on a le droit de discuter, d'essayer d'évoluer les uns et les autres, puis d'exprimer pas forcément tous exactement le même vote. Et Pierre Urmic, il nous reste 10 secondes. Oula. Réponse très courte pour finir. On va parler de votre famille politique. Vous soutenez plutôt Yannick Jadot ou Éric Piolle? Je rentre pas dans ce débat. Vous savez, moi, je suis un élu un peu hors les murs des partis politiques. Je suis dans aucune écurie. Je pense que la meilleure façon d'aider le candidat écologiste qui sera choisi, c'est que je réussisse la transition écologique et solidaire de Bordeaux. Si je réussis, je pense que ça aidera beaucoup le candidat ou la candidate à ces élections présidentielles, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit. C'est vraiment le challenge que je me suis imposé. Donc je ne suis dans aucune écurie présidentielle. Je suis maire de Bordeaux à plein temps. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Pierre Urmic d'avoir été avec nous ce matin. Vous allez céder votre place à la sénatrice de la Gironde, Nathalie Delattre, qui nous rejoint dans quelques instants. Merci Nathalie Delattre de nous rejoindre. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénatrice de la Gironde, membre du groupe RDSE, c'est le groupe Rassemblement démocratique et social européen au Sénat. Et vous êtes également la vice-présidente du Sénat. Toujours à mes côtés, Raphaël Orenbuch, qui présente la matinale de TV7. On va parler d'un sujet que vous suivez beaucoup au Sénat, Nathalie Delattre, c'est la loi séparatisme. Vous présidez la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste. La loi a été présentée mercredi au Conseil des ministres. Est-ce que vous dites c'est une bonne loi, c'est une loi efficace pour lutter contre l'islamisme radical? Écoutez, c'est une loi, en tout cas, qu'il était nécessaire d'avoir parce que nous avons été pendant des années dans un déni politique, intellectuel par rapport aux dérives religieuses, aux dérives sectaires et communautaristes. Donc, il était temps que cette loi arrive. D'un autre côté, contrairement à l'habitude du gouvernement qui nous bombarde de lois qui semblent prioritaires, qui sont réfléchies dans un petit conclave et qui sont beaucoup à retravailler, celle-ci a été concertée en amont. Donc je trouve qu'il y a des mesures intéressantes qui, pour beaucoup d'ailleurs, sont une reprise de notre commission d'enquête sur la radicalisation islamiste, sur le contrôle des associations cultuelles qui, en fait, sont masquées sous des associations culturelles, sur le contrôle des financements de l'étranger, sur une tutelle des clubs sportifs. Mais il y a certaines mesures qui sont peut-être trop radicales, comme l'enseignement en famille. Là, on est allé trop loin. Donc, nous allons même maintenant, pouvoir... parce que le gouvernement a un peu reculé sur Oui, ce sujet. Ça vous paraît encore trop loin, cette demande d'autorisation préalable? Oui, ce qui est intéressant, c'est que pour cette loi, justement, où la méthode est surprenante par rapport à celle que l'on a eu l'habitude de voir pendant ces dernières années, de procédures accélérées, d'ordonnances. Je crois que c'est le gouvernement qui a pris plus d'ordonnances, donc de damer le pion, en fait, aux parlementaires. Cette méthode fait que là, ils ont consulté le Conseil d'État. Et c'est vrai qu'on va pouvoir s'appuyer. Et effectivement, le gouvernement, alors que en tout cas, moi, j'avais prévenu Marlène Schiappa et le ministre Blanquer sur le fait que sur cette interdiction de l'enseignement en famille pouvait effectivement soulever des doutes en Conseil d'État et en Conseil constitutionnel. Bon, ils avaient persévéré. Le fait est, le Conseil d'État, d'élargir un petit peu le contrôle avec des autorisations préalables, c'est bien. Oui, tout à fait, obligés de suivre le Conseil d'État. Mais je crois que c'est ça, c'est pas remettre en cause un modèle, parce que c'est ça la victoire de ceux qui veulent déstabiliser notre société, se remettre en cause un modèle. Donc il faut une commission préalable qui puisse se garantir du projet pédagogique et effectivement soulever les problématiques quand on voit qu'en fait c'est une famille qui ne va pas mettre en famille, mais qui va en secret amener dans une salle où là on va éduquer l'enfant dans de mauvaises postures et ensuite faire ce contrôle qui s'effectue plus ou moins bien, mais ce contrôle tout au long des années à domicile. On va parler de la crise sanitaire. Nathalie Delattre, le Premier ministre, on le sait, est revenu donc hier soir sur la stratégie de déconfinement initialement annoncée par Emmanuel Macron. Quelle est votre réaction ce matin? Est-ce que vous soutenez finalement de ne pas assouplir comme prévu le confinement?
Vous savez, moi, depuis un moment, je ne m'explique pas pourquoi nous n'avons pas régionalisé les décisions. À un moment donné, j'ai eu une lueur d'espoir quand nous sommes passés, rappelez-vous, au confinement de ce printemps, à des cartes en couleur qui nous montraient la problématique des différentes régions. Ce qui aurait pu effectivement nous permettre de pouvoir mettre en place cette régionalisation comme le fait l'Allemagne et de moins pénaliser des économies locales parce que nous ne sommes pas égaux sur le territoire. Mais vous parlez de la Nouvelle-Aquitaine qui notamment est quand même une des régions les moins touchées depuis le début. Et quand on a, je pense que Jean Castex, sans le dire vraiment, en a conscience, il a quand même raté son premier déconfinement. C'est pour ça que c'est toujours un peu dur de l'entendre nous donner des leçons sur ce deuxième déconfinement qui est très approximatif. C'est vrai, c'est difficile, hein, ce sont des décisions difficiles à prendre. Mais quand on leur demande d'écouter, de prendre en compte certaines de nos remarques, c'est toujours non, pour en revenir encore une fois sur des prises de décision en petit cénacle, sans confronter avec les réalités. Je crois que les gens ont un manque de confiance, ce qui fait qu'on risque d'avoir des problématiques d'adhésion maintenant à ces plans de confinement. Je pense que une partie de la population est en train de dire qu'il faut s'habituer à vivre avec, qu'il faut trouver le moyen de vivre avec, alors qu'une autre partie est encore sur l'ultra-protectionnisme, il faut continuer. Bon, on est sur ce temps de bascule. Et quand vous dites problématique d'adhésion, ça veut dire que vous pensez que les mesures restrictives, notamment pour le Nouvel An, ne seront pas suivies par les Français ? Écoutez, moi, je suis quand même très inquiète parce qu'il y a une demande de pouvoir sortir de l'isolement. Moi, j'entends de dire il faut mettre Noël à part, c'est une fête en famille. Mais moi, je pense à tous ces jeunes étudiants qui sont dans leur chambre au Crous, seuls, toutes ces personnes âgées qui sont seules, à qui on est en train de dire on va assouplir un peu les règles pour que tout se passe en famille. Mais que faisons-nous pour les personnes isolés. Et on sait que la capacité de résilience d'un peuple est énorme, mais on sait qu'on va avoir des fragilités psychologiques. Il faut les prendre en compte dès maintenant. Moi, j'ai très peur aux conséquences, aux suicides qui vont pouvoir se faire jour dans quelques années. On le verra pas tout de suite, mais voilà. Et donc, je pense que ces mesures... En plus, on n'est même pas rassuré par la stratégie vaccinale, parce qu'on n'a pas les bonnes informations. Donc, on ne peut pas juger de la stratégie vaccinale véritablement. Justement, Nathalie Delattre, le débat sur la stratégie vaccinale, ce sera jeudi prochain au Sénat. Quelle sera votre position ? Moi, j'attends d'avoir des informations pour prendre une position. Je ne peux pas avoir une position a priori, étant donné que là, on vient de nous dire que le vaccin de Sanofi serait prêt fin 2021, que le premier vaccin, en fait, est celui qui atténue des symptômes. C'est pas la même chose qu'un vaccin qui vous empêche de l'attraper et qui fait en sorte que vous n'êtes pas contaminant. Donc là, la stratégie vaccinale n'est pas la même. Si effectivement c'est pour atténuer les symptômes, en priorité, eh bien ce sont les personnes qui sont les plus fragiles, avec des comorbidités, comme l'on dit, les plus âgées. Si effectivement ce n'est pas pour transmettre, eh bien les prioritaires, c'est la médecine de ville, les médecins, les aides à domicile. Donc on voit bien qu'on n'est pas effectivement sur les mêmes stratégies. Et ça aujourd'hui. Pour le vaccin grand public, il faut attendre le vaccin Sanofi pour vous ? Écoutez, pour le vaccin grand public, il faut d'abord, pour attendre le vaccin Sanofi ou grand public, il faudrait aussi savoir le nombre de doses qu'on va avoir au fur et à mesure. Une stratégie vaccinale, c'est pas la même chose si vous recevez 20 millions de doses d'un coup ou si vous en recevez 100 000. Donc tout ça, moi je prendrai effectivement, je voterai une fois que j'aurai les informations et j'espère qu'on les aura parce que honnêtement aujourd'hui, c'est plutôt flou. Sur la gestion de la crise sanitaire justement par le gouvernement, la commission d'enquête du Sénat a épinglé dans son rapport la gestion du stock stratégique de masques et notamment le rôle de Jérôme Salomon. Les parlementaires ont pour autant fait le choix de ne pas transmettre ces déclarations au parquet. Est-ce que vous le regrettez, vous ? Je pense que nous mettons au jour les informations. Je pense que quand nous avons transmis au parquet, c'était dans l'affaire Benalla, et parce que nous avions pointé du doigt des mensonges. Nous avions pointé du doigt des dysfonctionnements qui pouvaient intéresser la justice. Là, le fait est que nous mettons sur la table des informations qui vont permettre, j'espère, de faire avancer le débat et une prise de conscience. Il n'y a pas que M. Salomon. On remonte aussi à une décision qui a été prise par un comité d'experts de passer de 700 millions de masques de FFP2,
les masques chirurgicaux à 700 000 entre 2011 et 2013. Donc on voit bien qu'il y a une succession de décisions sur ces masques qui font que, effectivement, le dernier dans la chaîne et dans l'agenda a été Monsieur Salomon de prendre cette décision sans s'en référer à son ministre, qui aurait certainement pris la même décision avec les arguments qu'il aurait pu avancer. Donc bon, ça changeait pas grand-chose. Mais Nathalie Delattre, il nous reste peu de temps. Vous êtes aussi viticultrice et présidente de l'association des élus de la vigne et du vin. On sait aujourd'hui les difficultés que connaît le secteur après la taxe Trump, aujourd'hui la crise sanitaire. Quels sont les leviers aujourd'hui pour aider les viticulteurs ? On se tourne vers le gouvernement, sans succès, malheureusement. Les leviers, c'est d'avoir des aides beaucoup plus conséquentes. Le compteur s'est arrêté à 250 millions d'euros d'aide pour l'ensemble de la viticulture française. On est à plus de 7 milliards pour l'aéronautique. Et c'est pas pour leur enlever des fonds, parce que pour nous, ici en Gironde, c'est stratégique. L'aéronautique, plus de 7 milliards, 250 millions aujourd'hui sur la France entière pour une filière qui est celle qui embauche le plus ici en Gironde. En France, 500 000 emplois. Nous n'avons pas eu les mesures de chômage partiel, nous n'avons pas eu la solidarité nationale, puisque notre vigne continue à pousser. Donc nous ne pouvons pas mettre nos collaborateurs au chômage. Nous devons continuer à faire face. Et nous avons un problème de trésorerie. C'est déjà le cas. Moi, je connais des viticulteurs qui n'ont pas fait les vendanges parce qu'ils n'avaient pas la trésorerie pour payer le personnel ou les machines à vendanger. C'est déjà le cas parce qu'on voit des vignes qui ne seront pas taillées et qui vont être en friche. Et on sait qu'une vigne en friche va amener des maladies. Enfin, tout ça, structurellement, est très grave. Aujourd'hui, nous ne voyons pas les débouchés commerciaux. Donc, on ne voit pas s'éclaircir notre avenir. La seule solution, c'est que nous puissions bénéficier, nous aussi, de cette solidarité nationale. Le ministre de l'Agriculture n'en est pas encore là, malheureusement. Sur la question des pesticides, Nathalie Delattre, est-ce que vous trouvez qu'on va assez vite aujourd'hui, notamment en Gironde ? Écoutez, Nicolas Hulot a été le premier à dire que nous étions exemplaires dans notre transition environnementale. C'est-à-dire que nous avons pris conscience bien avant d'autres filières de la nécessité sur le glyphosate. Aujourd'hui, quand vous traversez le vignoble, vous voyez qu'effectivement, nous avons fait notre révolution et que nous participons. Aujourd'hui, ce sont les discussions sont les 5 ans de la COP 21, de l'accord de Paris. C'est vrai que nous devons d'être exemplaires, mais je ne cesse de dire que nous partageons la planète avec la Chine, l'Inde, les États-Unis. Donc, effectivement, nous devons d'être exemplaires. Nous le sommes. Nous ne pouvons pas mettre à sac notre économie pour être le seul sur la planète exemplaire. Il nous faut avoir beaucoup plus de pression, et moi j'engage tous ceux qui nous donnent des leçons aujourd'hui d'aller donner des leçons aussi aux autres et d'être beaucoup plus présents dans ces pays-là et de les forcer aussi à faire cette transition environnementale qui est indispensable pour l'ensemble de la planète. Et dernière question, Raphaël, sur Pierre Urmic. Nathalie Delattre, vous êtes sénatrice, mais vous êtes aussi conseillère municipale à Bordeaux. Vous étiez proche d'Alain Juppé et vous êtes désormais dans l'opposition. Pierre Urmic était sur notre plateau il y a quelques instants. Quel regard vous portez-vous sur les premiers pas de ce nouveau maire écologiste ? Déçu. Moi, je pensais, comme beaucoup, que Pierre Urmic était quelqu'un à l'écoute, un pragmatique, un constructif, qui nous a tellement seriné sur les consultations citoyennes, etc. Et en fait, je m'aperçois que c'est un militant dogmatique qui fait sans consulter. Exemple, le cours de la Somme, du jour au lendemain, on est arrivé plusieurs milliers avec nos voitures, certes, qu'il veut chasser, mais c'est le cours de la Somme à Bordeaux, qui est venu à sens unique. Il faut savoir que il n'y a pas que les Bordelais qui fréquentent Bordeaux. Nous sommes plusieurs milliers à venir tous les jours à Bordeaux. Pas nécessairement facile de venir en vélo. Donc c'est ce militantisme dogmatique. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils ne prennent pas le costume de maire. C'est une fonction qui doit s'incarner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et en fait, dans les colonnes de Sud-Ouest, hier, il indiquait que c'était un métier. Non, c'est pas un métier qu'on fait du lundi au vendredi ou le samedi matin, de 9h à 19h ou de 9h à midi. On se retrouve dans une manif l'après-midi et puis on vient pleurer le dimanche avec les commerçants. C'est vraiment, il faut incarner, il faut être pragmatique. Il y a des urgences. L'urgence sanitaire, l'urgence de l'emploi, des jeunes qui n'arrivent pas à trouver d'emploi, l'urgence économique. C'est malheureusement fini, Nathalie Delattre. Un dernier mot rapidement.
Écoutez, j'espère qu'il entendra la voix de la raison et qu'il va enfin pouvoir endosser ce costume de maire. Bien entendu. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Raphaël. Dans 2 minutes, on accueille le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Il sera avec nous pendant 1 heure. Avant ça, on regarde son portrait réalisé par Marion Delpech. Moi, j'ai besoin de contacter le chef d'entreprise, le salarié, l'ingénieur, le paysan du village, parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait de la vraie politique. C'est un visage incontournable du Sud-Ouest. Réélu en 2015 pour la 4e fois à la tête d'une région devenue la plus grande et la plus attractive de France, Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, est le monsieur décentralisation. Tous les pays qui réussissent sont des pays régionalisés, décentralisés. La France est le seul pays qui recentralise. Il entame son parcours professionnel dans l'industrie avant de se lancer en politique. Élu maire de Pessac en 89, ce socialiste qui a présidé l'Association des régions de France pendant plus de 10 ans est convaincu de la nécessité d'avoir un tissu industriel fort pour pérenniser les emplois sur un territoire. Je voudrais qu'il y ait une phrase qui soit retenue de ce congrès de Toulouse. Le couple région-PME. Pour porter ses idées au niveau national, une carrière ministérielle aurait pu l'intéresser, estime cette ancienne sénatrice qui a longtemps travaillé à ses côtés. Il est en même temps très attaché à la région et il fait la preuve, il veut faire la preuve que parfois le territoire régional peut être plus innovant et plus efficace qu'une politique nationale. Entre innovation et tradition, défense de la nature et du développement économique, l'équilibriste Alain Rousset, passionné des vallées pyrénéennes et élevant ses propres moutons, prouve depuis plus de 20 ans la force d'une action décentralisée. Et notre invité politique pour cette émission spéciale, c'est Alain Rousset. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, président de la région Nouvelle-Aquitaine. On est ensemble pendant 1 heure pour une interview en partenariat avec la PQR, avec le Populaire du Centre, avec Sud-Ouest, représenté par Jefferson des Sports. Bonjour Jefferson. Bonjour Ariane, bonjour Alain Rousset. Et avec Bonjour, Jefferson. TV7, évidemment. On commence, Alain Rousset, par la crise sanitaire et les annonces hier de Jean Castex avec finalement un allègement du confinement très allégé. Alors certes, Noël est préservé, mais le jour de l'an sera sous couvre-feu et le monde de la culture, surtout, reste toujours sous cloche avec pas de réouverture pour les cinémas, pour les théâtres, pour les musées. Est-ce que c'est des décisions que vous soutenez? Est-ce que ce sont des décisions qui vous paraissent raisonnables? C'est des décisions qui me paraissent raisonnables. Je crois qu'il faut être très modeste à l'égard des conséquences de cette crise, surtout pour la santé de nos concitoyens. C'est une crise totalement aberrante d'une certaine manière, et donc il faut avoir une modestie quand on passe son temps à critiquer ces choix qui sont faits. Je peux pas soupçonner qu'il y ait de la mauvaise volonté. Je peux m'étonner, par contre, c'est vrai que je regardais ce que dit François Aimé dans Sud-Ouest ce matin par rapport à la fermeture des salles de cinéma et en même temps l'ouverture des galeries marchandes. Donc là, il y a une vraie contradiction, de même pour les stations de ski. Il y a un peu d'incohérence quand même pour vous? Je pense que il y a des choses qui sont paradoxalement très dures notamment pour les cinémas. Vous allez dans un cinéma, il y a la distance. Vous êtes immobile pendant l'ensemble de la séance. C'est particulièrement protégé là. Je pense que peut-être on aurait pu lever le pied. Alors aussi derrière ce tour de vis du gouvernement, il y a aussi des chiffres, une reprise de l'épidémie, un début de reprise. Les vaccins arrivent. Quelle confiance vous faites dans cette stratégie vaccinale qui se profile? Elle ne se profile pas qu'en France. C'est une stratégie vaccinale planétaire, avec ce qu'il faut dire à nos concitoyens, une rapidité de mise au point du ou des vaccins. Donc un effort scientifique considérable. Moi, j'ai confiance. Vous ferez vacciner, Alain Rousset? Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Pourtant, il y a un doute aujourd'hui autour de ces vaccins, vous le savez. Vous regrettez que cette vaccination ne soit pas obligatoire? Un peu. Même si je conçois que c'est un peu compliqué et qu'on n'est pas dans un modèle chinois. Mais il aurait fallu qu'elle soit obligatoire pour
pour tout le monde, pour vous, ou uniquement pour le personnel soignant, pour les personnes âgées, ou il faudrait la rendre obligatoire pour l'ensemble de la population? Mais je pense que progressivement, cette vaccination devra concerner tout le monde. Comme un certain nombre de vaccinations concernent tous les enfants. Nous avons tous eu des vaccins, quel que soit notre âge, des vaccins obligatoires. Quelle confiance vous faites au gouvernement? Parce qu'on est dans cette pandémie depuis le mois de mars maintenant, avec un confinement, un déconfinement, un reconfinement, et puis aujourd'hui un allègement. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que tout ça est bien géré? Je pense, quand je regarde l'Allemagne, qui est un pays décentralisé, mais pas simplement sur le plan de la gestion de la crise, sur le plan de la santé tout court. Hein, la vraie crainte, c'est qu'à un moment donné, l'hôpital public n'ait pas été capable de faire face à cette pandémie et d'accueillir suffisamment de malades. On voit bien que plus on est proche des habitants, des territoires, moins on peut avoir, vu de haut, ces régulations budgétaires qui font qu'on a diminué le nombre de lits, qui font que on n'a pas la capacité de faire face à ces crises, d'autant que ces crises, regardez ce qui se passe sur la grippe aviaire aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, avec ces migrations d'oiseaux sauvages. Là, c'est pas des migrants qu'on peut arrêter. Hein. Ça vous inquiète, cette grippe aviaire? Il y a un deuxième cas qui a été consommé hier dans les Landes. Vous êtes inquiet pour votre région? Ça m'inquiète d'abord pour les agriculteurs. J'ai notamment un ami qui est concerné. Donc c'est quand même terrible. Fait abattre 8500 animaux. Mais ce qui est inquiétant, c'est pour ça que j'ai mis en place ce comité scientifique avec le professeur Malvy, avec Gilles Boeuf, avec des gériatres, avec des économistes, etc., pour se dire, préparons le monde d'après, mais ayons l'éclairage des scientifiques. Comme on l'a fait pour la transition écologique et le projet Néoterra avec 450 scientifiques, il est important de travailler avec ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à analyser et penser ces crises. Cette crise, elle n'est pas sans conséquences économiques, notamment pour les collectivités. Combien cette crise, elle a coûté à la région Nouvelle-Aquitaine, la crise sanitaire? Je peux pas globaliser. Je sais que nous, sur le plan de nos recettes, on a perdu entre 100 à 150 millions d'euros. En toutes les régions françaises, ont perdu 1,2 milliard. Et comme en même temps, nous avons fait un effort, tous d'ailleurs, pour nos petites entreprises, pour les associations, c'est un différentiel de plus de 300 millions d'euros dont il s'agit. Sur le PIB de la région, j'ai vu passer un chiffre, mais je voudrais pas faire d'erreur ce matin devant vous. Je l'ai plus précisément en mémoire. Comment ça s'est passé avec l'État? Est-ce que vous avez été suffisamment soutenu? Est-ce qu'il y a eu suffisamment de dialogue avec l'État? Non, ça a été très compliqué. Vous savez, on n'est pas en Allemagne sur le plan de la gestion de la puissance publique. C'est souvent les territoires qui inventent des actions politiques nouvelles. On avait créé en Nouvelle-Aquitaine, je crois que c'était en 2004, un dispositif sur le logement étudiant pour garantir auprès des étudiants le loyer et le dépôt de caution. On m'avait dit, oula, mais ça va, un puits sans fond. Finalement, il n'y a pas eu de lézard, quoi. Il n'y a pas eu de problème particulier. L'État, c'était Geneviève Fioraso, c'était sous le gouvernement, les gouvernements de François Hollande, a repris cette idée. Aujourd'hui, on a plein de pistes. Regardez, la ministre Jacqueline Gourault, hier, a fait une annonce devant la presse quotidienne régionale sur une stratégie de petite ville. Comment de Paris peut-on s'occuper des petites villes? Comment peut-on mettre en place l'ingénierie? Ça fait 3 ans, nous, que nous travaillons avec des contrats de territoire, avec les petites villes. On a fait des appels à projets. Ça veut dire qu'ils ne vous écoutent pas ou qu'ils ne comprennent pas les élus locaux, ce gouvernement? Ça veut dire que l'État jacobin, l'administration centrale, veut gérer en direct, s'occuper de tout, y compris des pistes cyclables. Et alors même que nous avons aujourd'hui un problème avec les forces de sécurité, avec l'enjeu international de déstabilisation générale, on a une justice qui n'a pas les moyens de son
de sa mission. Prenez un domaine. Je ne sais pas si vous l'avez lu, des articles assez incroyables qui sont parus dans Le Monde la semaine dernière sur les cartels de la drogue au Mexique. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et vous avez vu qu'ensuite ont été démantelées en Hollande et en Belgique un certain nombre d'usines de fabrication de cette drogue. Quand on regarde, y compris par rapport au terrorisme, ce qui s'est passé pour les terroristes eux-mêmes, souvent ils passent par la case drogue. Ajoutez à ça les réseaux de prostitution, on en connaît à Bordeaux. Est-ce qu'il n'y a pas une action de sécurité, de mettre des moyens auprès des forces de sécurité, des forces de police, pour démanteler tout ça? Est-ce que c'est pas la priorité pour notre sécurité? Est-ce que la décentralisation n'est pas faite, Alain Rousset, quand on vous écoute? C'est-à-dire que l'État s'occupe un peu trop de choses. Non, la décentralisation, elle s'est arrêtée avec, Elle s'est arrêtée où, la décentralisation? La décentralisation, il y a eu un phénomène de recentralisation dans ces gouvernements, même si je sens le Premier ministre... Dans ces gouvernements ou dans celui uniquement depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, ou avant déjà il y avait un phénomène de recentralisation? Écoutez, sous Hollande, moi je constate qu'il y a eu des progrès. Alors, j'étais peut-être un peu plus à la manœuvre en tant que président de l'Association des régions de France. Les crédits européens, qui sont gérés partout par les régions, les Länder, les provinces, etc., ont été un appui considérable, vont l'être encore demain par rapport à la sortie de crise, mais c'est des milliards d'euros pour les agriculteurs, pour la transition écologique, pour le développement de la recherche. L'apprentissage a été transféré complètement. Nous avons pu faire une carte d'apprentissage. Le gouvernement d'Édouard Philippe a accepté, sous pression du MEDEF, de nous sortir la responsabilité. C'est la première fois qu'il y a eu un recul sur l'apprentissage. Et vous avez vu dans les 2 premières années du gouvernement Philippe, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud venir inaugurer des CFA que les régions, avec les chambres des métiers ou de commerce, avaient bâtis. Enfin, tout ça est... Et justement, Alain Rousset, on va parler des dossiers de votre région, des dossiers de la région Nouvelle-Aquitaine. On va aller dans plusieurs villes de Nouvelle-Aquitaine. On va commencer par aller à Bayonne. Bonjour Pierre Sabatier. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le chef de l'agence du Pays Basque pour Sud-Ouest et vous allez poser une question à Alain Rousset sur la LGV Bordeaux-Espagne. Je m'y attendais pas. Oui, monsieur Rousset, bonjour. Bonjour. Fin août dernier, après les défaillances du train Hendaye-Paris qui avait provoqué de gros retards, vous relancez l'idée d'une ligne nouvelle entre Bordeaux et Hendaye. Vous croyez vraiment voir un jour la LGV au Pays Basque? Oui. C'est l'intérêt du Pays Basque et c'est l'intérêt de la région. Alors, j'ai découvert une chose d'ailleurs assez étonnante. J'ai fait des visites, de jolies visites auprès de jolies entreprises à Capsieux, à Langon, et je me suis aperçu qu'autrefois, il y avait une 2e ligne ferroviaire qui passait par Capsieux et qui descendait vers Dax. Donc, comme j'aime réouvrir les lignes ferroviaires, vous le savez, c'est pas simplement une ligne nouvelle, c'est réouvrir les lignes qui existaient autrefois. Quel est peut-être l'horizon à la Rousset sur ce projet-là? Je pense qu'on est entre 2030 et 2035. Le Premier ministre a réouvert la réflexion. Il y a 3 types de problèmes. Premier problème, le financement. Parce que sur ces dossiers-là, on a connu les stop and go. Ça marche. Oui, mais c'est une vraie... Écoutez, personne aujourd'hui ne peut mettre en cause l'efficacité et le succès de la ligne ferroviaire, le succès populaire de la ligne ferroviaire entre Bordeaux et Paris. On va continuer à en parler, Jefferson, avec vous, mais Pierre Sabatier a une autre question pour vous. Il va intervenir. Je termine. Il y a un problème financier. J'espère qu'il pourra être réglé de telle sorte que on ne vienne pas nous chercher, nous, collectivités locales, comme on l'a fait pour la première partie. La région a quand même investi, comme la métropole de Bordeaux, plus de 300 millions d'euros. Deuxièmement, il y a un vrai problème écologique. Le problème écologique, c'est celui des 10 000 camions qui passent dans les 2 sens, qui engorgent Bordeaux et qui polluent. Vous savez, tout le travail qu'on a fait faire par les scientifiques ont montré que la zone la plus polluée de la grande région, de l'Aquitaine et de la Nouvelle-Aquitaine, c'est la Nationale 10, c'est l'ancienne Nationale 10. Une double pollution d'ailleurs, pollution par les particules fines du diesel et pollution aussi par les micro-déchets des pneus. C'est dramatique.
Or, Ouais. aujourd'hui, nous ne sommes pas capables, parce que la ligne est saturée, notamment entre Arcachon et Bordeaux et à la gare Saint-Jean, nous ne sommes pas capables de faire passer des trains supplémentaires. Après, il faut effectivement que cette ligne soit bâtie. Moi, mon problème, c'est pas que ça roule à 320 ou à 220. Le problème, c'est que je puisse, pour les usagers, pour les marchandises sur la ligne classique, les mettre sur le train, on n'a que 2,5% des marchandises. Et puis, c'est l'Europe qui nous le demande. C'est l'Europe qui nous le demande. Il va y avoir une LGV qui va arriver d'Espagne à la frontière, et nous, on aura entre Bordeaux et l'Espagne, ou entre Bordeaux et Toulouse. Donc ce projet est lancé, alors on sait. Ah, il n'est pas encore lancé. Relancé. Hein. Mais moi, je reste très favorable et je me bats toujours pour ce projet. Quelles sont vos relations avec le ministre des Transports sur ce sujet? On a pu lire, notamment dans la presse et dans Sud-Ouest, qu'il y avait parfois un peu de tirage, de frottement. Tout simplement parce qu'on est obligé de se substituer à l'État. Alors, c'est pas le ministre des Transports, mais on est obligé de se substituer à l'État pour rénover les voies et éviter que ferme la ligne entre Limoges et Brive, comme est fermée aujourd'hui dans son centre la ligne entre Limoges et Angoulême. Donc, voilà, on va parfois financer C'est une relation difficile, Alain Rousset, sur ce terrain-là? Moi, je défends la région. Faut savoir ce que veut faire le ministre des Transports. Hein. Je défends ma région. Je ne veux pas fermer de ligne. Je trouve que le transport ferroviaire est un transport d'avenir. On est en plus en train de dédiéseliser les trains. C'est pour ça que je veux faire ce campus ferroviaire à Saintes. Eh bien justement, on va y aller, Alain Rousset. Ça tombe bien, on va à La Rochelle. Retrouver Pierre-Emmanuel Charpentier. Bonjour Pierre-Emmanuel, directeur départemental des éditions de la Charente-Maritime. Et vous allez nous parler de ce technicentre de Saintes, de ce projet Ferrocampus. Ferrocampus. Bonjour Alain Rousset, effectivement, Bonjour. je souhaite évoquer avec vous le projet de Ferrocampus à Saintes. Saintes est une ville qui est éreintée depuis plusieurs années par licenciement économique. Il y a eu Saint-Tronix, il y a eu Vesper. C'est une ville qui a beaucoup souffert ces dernières années. Et donc, à l'horizon 2023, vous portez donc ce projet de Ferrocampus avec l'accueil d'étudiants, avec l'accueil de beaucoup d'ingénieurs en recherche et développement. Pouvez-vous nous détailler ce projet à hauteur de 43 millions d'euros, si je ne m'abuse? D'abord, il y a la reprise d'une friche industrielle. Ensuite, il y a école d'ingénieurs, centre de formation, recherche aussi sur le transport ferroviaire de demain, remotorisation électrique, biofuel, biocarburant, hydrogène. C'est l'avenir du ferroviaire qui se joue là d'ailleurs. De la même manière que lorsque j'ai créé l'aérocampus à la Traîne, où je vous rappelle, on est passé de 900 stagiaires à 83 000. Vous imaginez le poids de la formation dans notre pays aujourd'hui. Quand j'ai lancé cette idée, toutes les entreprises de France et de Navarre sont venues. La SNCF, bien sûr. Hein. Et donc, il y a un potentiel. Il devrait y avoir vraisemblablement une partie de l'ESTACA, qui est une école d'ingénieurs qui vient s'installer en Gironde et sur Saintes. Donc, on a un projet qui manifestement passionne, mais qui embarque avec lui entreprises, SNCF. Donc je suis très content de ce projet. Ça va prendre du temps, vous savez, l'aérocampus de la Traîne, parce qu'il faudra faire des logements, il faudra faire des salles de cours, il faudra installer tout le numérique et... Ça veut dire que la région va se spécialiser sur le transport entre l'aérien, non, l'aérocampus et écoutez, on est une industrie aéronautique, 70 000 emplois, je vais pas laisser tomber et mettre une fatwa sur l'aéronautique au moment où on passe à l'avion vert et où il y a 70 000 familles qui travaillent dans l'aéronautique. Il faut quand même, le problème de l'emploi, il faut quand même le prendre, et le problème de la technologie du futur, il faut prendre tout ça au sérieux. Mais le ferroviaire, c'est passionnant aussi. Et on va réécouter Pierre-Emmanuel Charpentier, Alain Rousset, qui va à nouveau intervenir avec nous. La dernière question, c'était en termes d'emploi. Combien d'emplois estimez-vous que ça puisse générer à terme? Le problème, alors, je peux pas vous dire. Comme ça, en comparant avec l'aérocampus, au sens propre, il me situe en 50 puis 100.
Mais le problème, c'est aussi comment une structure de formation et de recherche entraîne une attractivité pour le territoire. C'est-à-dire, derrière le ferrocampus, il y aura des entreprises qui vont venir s'installer pour remotoriser, par exemple, les rames TER, pour les passer à l'hydrogène ou pour les passer à l'électrique. C'est les emplois induits qui sont les plus importants, pas forcément les emplois directs. C'est comment on crée, en d'autres termes, c'est la même chose pour l'école vétérinaire de Limoges, comment, avec des projets structurants, je retourne un territoire. Et je lui donne, pour les 20 ou 30 ans qui viennent, un avenir beaucoup plus passionnant, beaucoup plus intéressant que la crainte que vous évoquiez tout à l'heure. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Charpentier d'avoir été avec nous, Jefferson. Oui, on va rester sur cette question de la région et de l'économie. Finalement, est-ce que vos capacités d'investissement peuvent résister à cette crise, Alain Rousset? Parce qu'on vient de parler du ferrocampus à Saintes, on a parlé de plusieurs projets de rouverture de lignes ferroviaires, mais vous, concrètement, pour 2021, comment vous vous présentez? Le budget 2021 sera un budget qui est pas facile. On a eu la chance, si vous voulez, ces cinq années, d'avoir, je crois, correctement géré la région, puisque les calculs, vous savez, on calcule l'endettement de la région en années qu'il faudrait passer si on arrêtait tous les investissements de la région pour rembourser la totalité de la dette. On était 4 années. Donc, l'Aquitaine seule était quasiment à zéro. On avait totalement désendetté la région. Mais on a eu l'histoire Poitou-Charentes dont vous vous souvenez. Là, avec cette crise, comme les autres régions, on va passer à 10 années donc et on va revenir, on va se donner du temps, 5 ans, pour ne pas faire du stop and go, pour ne pas mettre le pied sur le frein de l'investissement. C'est-à-dire dans ce budget, l'investissement sera renforcé. Ah oui, oui. Bien sûr. Les grandes lignes, toujours l'économie, soutien aux entreprises, ça fait partie aussi. Les lycées, rénovation des lycées, parce que derrière les lycées, c'est le bâtiment qui... donc vous imaginez, c'est des chiffres d'affaires de plusieurs centaines de millions d'euros. Les transports. On va investir entre 60 à 100 millions d'euros par an pour rénover les voies ferroviaires ou remotoriser les trains. Remotoriser aussi les 5000 cars qu'on fait circuler par jour. Moi, quand je présente Néoterra et la transition écologique, c'est pas simplement pour mettre un pot de fleurs devant ma fenêtre. C'est des choses concrètes. On me connaît un peu, voilà. Mais ça veut dire que la région Nouvelle-Aquitaine aura les moyens d'être au rendez-vous de la relance économique? Bien sûr. Mais on vient de... on avait ajouté 140 millions d'euros en direct pour accompagner les entreprises. On vient de remettre toute une action dans ce domaine-là. Et le budget qui va augmenter cette année, ça sera le budget du développement économique, de l'accompagnement des entreprises et de la recherche. Je tiens beaucoup. Si on veut préparer le monde d'après, oui, il faudra faire de la sobriété, bien sûr. Ça, ce sont plutôt les individus, mais aussi des entreprises. Mais il faudra qu'on accompagne les agriculteurs, il faut qu'on invente. Prenez un exemple sur lequel on est en train de se battre, mais c'est passionnant aussi cette période. Elle est à la fois anxiogène, mais elle est passionnante. On est en train de mettre en place un dispositif sur le nouveau matériel agricole adapté à l'agroécologie. Comment, par exemple, pour les viticulteurs, et c'est tout grand projet Vitirève, comment pour les viticulteurs, on supprime complètement le glyphosate, puis les pesticides. C'est ce qui est en jeu avec le projet Vitirève. Il faut passer sous les rangs de vigne. Or, aujourd'hui, là où il y a encore l'utilisation du glyphosate, c'est sous les rangs de vigne, pas au milieu des vignes. Donc il faut qu'on invente la machine qui fonctionne là-dessus. Et il en est de même. Demain, si l'on veut, on aura une croissance très forte de l'agriculture biologique. Nous sommes la région où l'agriculture biologique a le plus prospéré. Plus 50%. La sortie des glyphosates, vous avez un horizon là, Rousset parce que vous savez que le sujet est extrêmement sensible en Gironde. Je pense que c'est dans les 3 ou 5 ans. Donc il va y avoir c'est à court terme. Oui, il va y avoir une interdiction de toute manière. Il va y avoir une interdiction, c'est pas tenable. Ça a été le souhait du président de la République, mais c'est pas tenable. Par contre, il faut qu'on réponde aux impasses des agriculteurs.
Enfin, c'est pas comme ça. Faut pas lancer cette malédiction en disant on arrête tout. Non, ma tâche aujourd'hui que nous menons avec la coopération agricole. On a signé une convention Néo-Terra. La coopération agricole, c'est 73% des agriculteurs. Moi, mon souci, c'est de massifier la transition agroécologique, la transition écologique. Que ce soit avec les entreprises, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit avec l'agriculture. Alain Rousset, on va poursuivre notre tour de votre région Nouvelle-Aquitaine, qui est vaste. Après Bayonne et La Rochelle, on va aller à Pau. On va retrouver Romain Belli, qui est le chef de l'agence Béarn et Soul de Sud-Ouest. Bonjour Romain, vous avez une question pour Alain Rousset. Bonjour Monsieur Rousset. Bonjour. Alors vous le savez, la région Nouvelle-Aquitaine, Béarn, c'est tout en bas. Et nous, ce qu'on en connaît, ce qu'on voit surtout, c'est ce train à Oloron Bedoues-Canfranc, que vous avez en partie rouvert en 2016. Alors, je vais pas trop insister sur ce point, c'était juste pour le rappeler, puisqu'on a beaucoup parlé des transports. Je vais plutôt vous emmener 30 km plus haut, dans un secteur que vous connaissez bien, c'est le bassin de lac. Alors, ce bassin de lac, qui exploitait pendant longtemps le gaz, vous le savez, puisque vous y avez œuvré, avant d'être président de la région, il est en grande reconversion. Et il fait l'objet d'un contrat d'attractivité. C'est le bassin de lac plus le Béarn des Gaves voisin, qui a été signé par la région et les deux intercommunalités. Et il y a plusieurs axes. Et moi, les questions que je voulais vous poser, elles concernent ces deux axes principaux, à savoir l'industrialisation et l'attractivité. D'abord, le tissu industriel. Vous dites dans ce contrat qu'il faut renforcer le tissu industriel. On vous sait pas mal à la manœuvre. Je lisais encore ce matin dans ce contrat qu'il y a 2 ou 3 industriels majeurs qui devraient venir. Est-ce que vous les avez dans votre poche ce matin? Je peux pas nommer aujourd'hui parce que tout n'est pas... il y a d'abord un projet qui devrait prospérer. On l'a inauguré avec l'entreprise M2I. Je cherche le nom là, et Seva Santé Animale, qui est un projet d'alternative aux pesticides pour traiter notamment les pommiers. C'est une façon c'est en fait s'appuyer sur la confusion sexuelle des insectes pour empêcher que prolifèrent ces insectes, le carpocaps notamment de la pomme. Le diable est dans le détail. Et donc, on a toute une... Voilà, ça s'appelle la phéromone vallée. C'est les phéromones. Donc, on met en place tout un dispositif à l'échelle de la région avec une autre entreprise qui est à Agen, qui s'appelle 200 Gosses, pour trouver des alternatives aux pesticides. C'est pas simplement... Encore une fois, moi, mon discours écologique, c'est pas simplement des mots ou des fatwas, c'est de la réalité. Ensuite, on a un projet autour de l'hydrogène. Comment fabriquer de l'hydrogène vert, donc voilà, est-ce que c'est autour de l'incinération des CSR, vous savez, c'est des déchets de bois, voilà. Et puis il y a bien entendu, même si aujourd'hui on est dans une phase compliquée, le développement de Toré aussi, et ce que j'essaye de porter aussi, c'est le biosourcing, c'est-à-dire passer de la chimie fossile à la chimie du végétal sur les principes actifs des médicaments. Là, on a engagé un travail de fond important avec une entreprise qui est dans les Landes comme DRT, qui travaille autour de la résine, qui fait déjà aujourd'hui des bases de cosmétiques, faire des bases de parfums, travailler avec les chimistes, l'hydrogène. Alain Rousset, on retourne à Pau parce que Romain a une deuxième question pour vous. Pardon. C'est trop long. Oui, j'ai pas entendu beaucoup de nouveaux noms, parce que je connaissais à peu près tous ces projets-là, mais bon, peu importe. Le projet de biocarburant. Et on a un projet de biocarburant de deuxième génération. Très bien. Le deuxième axe du contrat d'attractivité, Monsieur Rousset, c'est justement l'attractivité des villes qui sont sur ce bassin, Mourinx et Orthez. Vous dites qu'il faut redonner à Orthez la place de locomotive qu'elle devait avoir. Et moi, j'ai l'impression qu'on ne vous voit pas beaucoup, la région Nouvelle-Aquitaine, autour de cette ville d'Orthez et de Mourinx. Il y a notamment, là, il y a eu des travaux d'aménagement du centre piétonnier qui ont coûté 3 millions d'euros, qu'a engagé l'intercommunalité, mais
la région n'était pas au soutien. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites pour l'attractivité d'Orthez? La région ne va pas intervenir sur tout, y compris un certain nombre de travaux. Il faut qu'il y ait un projet de redynamisation du centre-ville. On le fait par exemple à Castillon-la-Bataille. C'est des millions d'euros, c'est des ingénieurs mobilisés. Et Orthez est le cœur de notre cible à partir du moment où il y a un projet. Moi, je serai présent, mais je ne donne pas à chaque fois que je vais à Orthez un coup de trompe. Vous savez que j'y ai des amis sur place et que cette région, il y a 4500 communes. Je suis obligé de me rendre partout, mais si votre question globale c'est est-ce que vous êtes vraiment dans le cœur, dans le sud de l'Aquitaine? Oui, on a présenté avec M2I cette Phéromone Vallée qui est une action structurelle pour l'ensemble du Béarn. Alain Rousset, vous avez évoqué dans ces questions-là l'hydrogène. Est-ce que le train à hydrogène fait partie de vos projets? Parce que c'est un des sujets... On cofinance des études là-dessus avec la région Occitanie, oui. Parce qu'on parlera des régionales tout à l'heure en fin d'émission, mais vous avez saupoudré tout votre discours, toutes vos interventions d'écologie, justement. Ce train à hydrogène... Et d'industrie. Ce train à hydrogène, ça fait partie des pistes de réflexion justement pour avoir des transports verts, des transports qui répondent. Le problème de l'hydrogène est triple. Un, comment on le produit? Donc il y a toute une réflexion là-dessus. C'est quoi la pile à hydrogène? Vous savez, c'est l'entreprise qui est à Senon aujourd'hui, qui devrait s'installer sur Blanquefort, qui a mis en place, à partir d'un brevet canadien, la fabrication d'hydrogène vert. Donc sa fabrication, pour qu'on développe des voitures, des bateaux, des trains à hydrogène, ça suppose qu'on en fabrique et qu'on le fabrique non pas à partir du charbon ou à partir d'autres productions fossiles, mais à partir soit de récupération, soit de solaire. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il va falloir distribuer tout ça tout le long des routes. Je pense pour les camions notamment. Et puis après, il va falloir le stocker. Alors là, on a un peu d'avance en Nouvelle-Aquitaine parce qu'on avait accompagné l'entreprise Stelia Composite qui est à Salonne pour fabriquer des bonbonnes en composite pour contenir sous pression l'hydrogène. Donc on est en train de travailler là-dessus. La transition, c'est aussi, et ça concerne l'AC, comment on peut baisser de 70% les rejets de gaz à effet de serre des turbines d'avion avec du carburant vert. Et Alain Rousset, on poursuit notre tour de la région Nouvelle-Aquitaine avec cette fois notre autre partenaire, c'est le Populaire du Centre. On va à Limoges. Alain Rousset, retrouver Olivier Chaperon. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste au Populaire du Centre. Et vous allez nous poser une question à Alain Rousset sur la place du Limousin. Ah oui, alors la place du Limousin, notamment par rapport à ce qu'on a entendu, vous parlez de Ferrocampus, vous parlez de LGV vers l'Espagne. Pour le Limousin, tout ça, ça paraît bien lointain, alors que les voies sont particulièrement dégradées. Rejoindre par le train Angoulême se fait par autocar, c'est quand même exceptionnel. Aller à Poitiers, c'est plus de 2h, 2h10 dans les meilleures conditions. Même pour aller à Paris, il peut arriver qu'on ait 4 à 5 heures de retard. Est-ce que le Limousin va voir le bout du tunnel de ce point de vue-là, à un moment ou à un autre? D'abord, vous êtes bien placé, cher Olivier, pour savoir un peu les projets que la région porte dans le Limousin, qui sont des projets, je crois, qui doivent tous nous rendre fiers. Une école vétérinaire, dans un paysage rural et d'élevage, changer notre relation au métier de vétérinaire. Il n'est pas pensable que cette région, qui est la première région agricole d'Europe, n'ait pas d'école vétérinaire. Et qu'on forme 50% des vétérinaires français à l'étranger, en Roumanie, en Hongrie, je sais pas où. Voilà. Et ça se passera à Limoges. Ensuite, Felletin, quand même. L'école du patrimoine, tout le chantier qu'on a fait, toute la région, elle s'est réunie au cœur de la Creuse, dans un petit village de 2000 habitants. Et sur les infrastructures, moi j'attends que l'État, dont c'est la responsabilité, me débloque la 147. Je ne comprends pas. Alors qu'en juin, il y a eu la déclaration d'utilité publique sur
le démarrage de la 2 fois 2 voies en direction de Poitiers au nord de Limoges, je ne comprends pas que les travaux n'aient pas commencé. D'autant que la région est prête à financer le surcoût et à faire l'avance à l'État. Jefferson Desportes parlait tout à l'heure du ministre des Transports. Aujourd'hui, c'est l'État qui ne veut pas que je lui fasse l'avance d'un argent qu'il n'a pas. Et on est en plein plan de relance et on lance des milliards partout. Je voudrais bien que ces milliards atterrissent aussi sur nos territoires. Je vous rappelle quand même qu'il y a des lois qui précisent qui est compétent sur quoi. La région, c'est la formation professionnelle, les lycées à construire, parce que on ne nous fait pas confiance pour piloter l'éducation comme dans tous les pays européens, ce sont les régions qui le font, avec les résultats que l'on connaît, hein, et le développement économique. Qu'est-ce qui bloque, Alain Rousset? Qu'est-ce qui bloque? Sur la 147? Il bloque l'État. Mais il y a une raison. Il bloque l'État, et je crois que ce qui a bloqué, on l'a levé, et je pense qu'on peut me reconnaître de l'avoir levé, le fait que vous savez, c'est toute l'histoire de la LGV, pour aller jusqu'à Limoges. À un moment donné, on savait que ce dossier n'allait pas prospérer. Mais qu'au moins on fasse aujourd'hui, même si certains pensent à une autoroute, comme j'ai pu le faire, ou le faire entre Pau et Bordeaux. On va retourner à Limoges, Alain Rousset. Donc aujourd'hui, je souhaite qu'on commence les travaux sur la 147, de Poitiers et de Limoges, mais il y a des débats entre les élus pour savoir où ça passe. Ça aussi. Hein. Et deuxièmement, la région est prête à financer la quasi-totalité des travaux sur la voie ferrée entre Limoges et Poitiers. Et Poitiers. Et on y retourne à Limoges, puisque Olivier Chaperon a une nouvelle question pour vous. Alors, on voit bien à travers le gérontopole, par exemple, qui va s'installer à Limoges, ou Felletin, ou même la future hypothétique école vétérinaire, que cet aménagement du territoire, il tente aussi de rééquilibrer Bordeaux et les anciennes capitales régionales. Pour autant, tout ça passe par un désenclavement et peut-être aussi plus de cohésion, peut-être encore plus de travail entre Bordeaux et les autres villes phares de la région. Je crois qu'il faut que il y ait un accord politique local autour, et je pense avoir réussi à le faire avancer. Hein. Chacun s'attendait, disons-le comme ça, chacun s'attendait. Hein. Et en même temps, si nous ne sommes pas unis sur le plan des territoires, s'il n'y a pas une bataille politique, Paris ne nous considère pas, et c'est Paris qui a les cordons de la bourse. Qui a non seulement les cordons de la bourse, mais qui est maître d'ouvrage. Parce que les 2 chantiers dont on parle, que ce soit la 147, voire même, alors la 141 dans le plan de relance, que l'on va voter la semaine prochaine, j'espère, mettra beaucoup de crédit sur la 141 pour finir le chantier de la 2 fois 2 voies. Mais il faut faire aussi la voie ferrée. Et la voie ferrée, c'est Limoges-Poitiers, Limoges-Angoulême. Limoges-Angoulême, le chantier va de 100 à 200 millions d'euros, vous le savez. Et en fait, la région n'est pas maître d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage de ces chantiers, c'est SNCF Réseau. Et derrière SNCF Réseau, c'est l'État. Alain Rousset, on l'a vu, hein, votre région est très vaste. Hein, ça va de Pau, Bayonne, à La Rochelle, en passant par Limoges. Vous avez présidé la région Aquitaine pendant longtemps, puis vous êtes devenu président de cette région Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que ça a changé, à part la distance? Et quel bilan vous faites de cette loi de 2015? C'est un secret pour personne que je n'étais pas pour l'élargissement des régions. Hein, c'était une vieille idée de Pierre Mauroy, de tous les premiers ministres de gauche et de droite, comme si la taille faisait la force. C'est un peu comme au niveau de l'Europe. Je pense que l'approfondissement est plus important que l'élargissement. Mais force est de constater aujourd'hui que c'est une vraie puissance. Alors, ce n'est pas encore une puissance politique qu'on évoquait tout à l'heure avec Jefferson Desportes, le fait qu'on a eu du recul de la décentralisation depuis 3 ans, mais c'est une puissance politique et économique. On a doublé, par exemple, nos aides aux entreprises en Limousin et en Poitou-Charentes. Il faut dire qu'en Aquitaine, on était sur la recherche et sur l'emploi et les entreprises très élevés, très haut.
Donc cette stratégie politique a été faite. Jamais le Limousin tout seul n'aurait pu mettre 46 millions d'euros pour refaire cet extraordinaire lycée de Felletin, qui est le lycée du bâtiment et des maçons de la Creuse. On n'aurait pas pu, sauf sur le plan politique, faire une école d'ingénieur, une école de vétérinaire en Nouvelle-Aquitaine et en l'occurrence à Limoges, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Équilibrer les disparités au sein de la région. Un, des projets structurants, diffusant sur le territoire, important pour les agriculteurs, mais aussi pour le territoire rural. Parce que je parle des vétérinaires. Si le vétérinaire disparaît, c'est l'agriculteur qui risque de disparaître aussi. C'est aussi simple. Et en même temps, cette région, elle a pu mettre en place des moyens sur les territoires, ce qu'on appelle les contrats de territoire. On a 51 territoires avec lesquels on a passé des conventions en dehors de tout ça. Alors on parlait d'Orthez tout à l'heure, moi je ne sais pas quels sont les dossiers, parce que c'est des contrats qui sont à la main des élus de territoire. C'est aux élus de territoire de dire, voilà quelles sont mes priorités. Pour l'instant, on a dépensé plus de 200 millions d'euros depuis 2 ou 3 ans pour 1 milliard d'euros de travaux. Donc, oui, rééquilibrage. Les petites villes, idem. On va parler des régionales avec Jefferson. Oh là. On va parler des élections régionales qui seront vraisemblablement décalées. Alors aussi, elles n'auront pas lieu en mars, plutôt en juin, a priori, au moment où on se parle, mais tout peut changer, bien entendu, à la lueur de la pandémie. Vous n'avez toujours pas annoncé votre candidature officiellement, alors que c'est un secret de polichinelle. Est-ce que vous nous le dites ce matin, Alain Rousset, que vous serez bien candidat, parce que je le rappelle, votre directrice de campagne est déjà nommée. Et ça vous interpelle. Donc je savais qu'on allait me torturer ce matin. Écoutez, ça nous interpelle la clarification, visiblement. Oui. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, disait Martine Aubry, que vous connaissez bien. C'est vrai. Là, manifestement, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de loup. Est-ce que vous nous dites ce matin que vous serez... Je crois qu'il n'y a pas de flou et pas de loup, mais laissez-moi, choisir le moment où je dirai aux habitants de la Nouvelle-Aquitaine ce que je vais faire. Pourquoi il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute, Alain Rousset, vous irez. Ne m'arrachez pas des aveux sur un plateau de télévision. Pourquoi c'est pas le moment, Alain Rousset? Pourquoi? Parce que la situation... Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en pleine... Quand même, on est en pleine crise. C'est pas le moment. Ouais, non, je crois pas. Bon, en tout cas, vous avez parlé beaucoup d'écologie ce matin et d'industrie, vous le rappeliez tout à l'heure. Je fais pas que parler, j'agis. Alors, mais je vais y venir, Alain Rousset, parce que dans votre majorité avec qui vous gérez la Nouvelle-Aquitaine, il y a les Verts. Et les Verts sont déjà en campagne, ils ont une tête de liste qui s'appelle Nicolas Thierry. Comment vous allez aller à la fin de ce mandat avec des partenaires dans votre majorité qui sont déjà vos adversaires sur le terrain et qui revendiquent une possible victoire aux prochaines élections? Écoutez, je regrette le choix qu'ils ont fait. C'est un choix habituel pour eux. C'est un choix habituel. Vous vous retrouvez au deuxième tour. C'est un choix habituel, oui, habituellement ça se passe comme ça. Ça permet de clarifier un certain nombre de positions. Voilà, je le regrette un peu. Quand même, vous auriez je le regrette un peu. Candidature unique. Moi, je suis quelqu'un qui rassemble. Je suis pas quelqu'un qui divise. Le rassemblement, il va aller jusqu'où? Avec qui, Alain Rousset, pour ces régionales? Écoutez, je crois avoir démontré que pouvaient venir avec moi ou dans une équipe des hommes étonnants. Président de l'université de La Rochelle. Je lui ai pas demandé sa carte. Simplement son affabilité, sa bienveillance et sa compétence. Jean-Louis Nimbrini, ancien patron des programmes scolaires, numéro 2 du ministère de l'Éducation. Qui est déjà un de vos vice-présidents aujourd'hui. Qui est un vice-président, voilà. À un moment donné, une partie du corps enseignant s'est dit, mais tiens, il a été recteur, il a été plutôt raide. Aujourd'hui, il fait l'unanimité. Parce qu'il est au chevet, aux côtés de chaque lycée, et il peut apporter non seulement sa compétence que la région porte, mais aussi des compétences pédagogiques, des compétences d'orientation. On s'est battus tous les deux pour dire à Jean-Michel Blanquer, attention, avec le confinement, la fermeture des lycées, vous allez avoir des gamins qui vont être laissés pour compte, notamment dans les milieux sociaux défavorisés, parce qu'ils n'ont pas l'environnement culturel, parce qu'ils n'ont peut-être pas des moyens techniques, on en a fourni pour se mettre en contact numérique avec leurs enseignants. Je crois qu'aujourd'hui, Jean-Louis Nimbrini fait la différence.
Et l'unanimité en plus. Je reste sur l'écologie, Alain Rousset, parce que ce sera un des sujets de campagne. Vous, personnellement, on vous connaît parce que vous êtes pêcheur, vous êtes chasseur, vous êtes aussi jardinier. Vous ne manquez jamais de le rappeler. Est-ce que c'est ça une de vos facettes de l'Alain Rousset, écologiste voyons, parlons-nous les formules, mais en tout cas, vous êtes sur ça, c'est l'amoureux de la nature. C'est l'amoureux de la nature. Différents terrains-là. Et dans la campagne, tout ça ressortira parce que la chasse, parce que la pêche, ce sont des sujets clivants aujourd'hui. La pêche est un sujet clivant. La pêche à la truite dans la montagne, c'est un sujet clivant. La chasse est en tout cas un sujet. Vous savez, quand Nicolas Thierry m'envoie un petit film parce que un copain avec qui il est dans le Jura a attrapé une truite de 45 cm, on sourit tous les deux. Voilà, c'est la nature. Votre profil écologiste. Ah bah, écoutez, depuis tout à l'heure, ou bien vous m'avez pas écouté. Je vous ai écouté. Hein je sors le diesel, je vais sortir le diesel des trains et des bus. Ça met le bus, hein. Ça, c'est de l'écologie. Je développe One Health, qui est le rapprochement de la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale. C'est pas de l'écologie. Quand je crée à Saintes le ferrocampus, justement pour dédiéseliser, parler du fer, sauver les lignes ferroviaires, c'est pas de l'écologie. On voit que vos arguments sont prêts, quand on bascule, et on est la seule région à l'avoir fait. Je voudrais d'ailleurs qu'on en témoigne. Depuis 10 ans, on fait travailler 450 scientifiques. 450 scientifiques qui ont démontré, éclairé toutes nos politiques. On bascule toutes nos politiques. Hein, c'est pas du blabla. Contrairement à ce qu'a pu dire, parce que ça pouvait être un peu gênant que ce soit un socialiste qui bascule à ce point, et dans la confiance, et dans l'accompagnement, vers la transition. Recherchez, je vous dirai hors antenne. Je déteste ces petites phrases piquantes où on veut se montrer intéressant, alors qu'on est bête, hein, en disant ça. Donc, moi j'ai des preuves. J'ai des preuves, et on vient de signer avec Jean-Pierre Reynaud, vice-président chargé de l'agriculture, une convention Néoterra, c'est-à-dire de transition agroécologique et écologique, avec les coopératives qui représentent 73% des agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine. Qui a été capable de le faire? Donc, pour moi, c'est ça, et je m'en félicite. Après, que j'ai quelques moutons, que je fasse mon jardin et mes tomates sans les traiter, même à la bouillie bordelaise, ça c'est mon affaire, c'est mon jardin secret. Et dernière question sur la régionale Jefferson. Oui, vous aurez aussi une candidate de La République En Marche, de la majorité présidentielle. Normalement, ce sera Geneviève Darrieussecq, l'actuelle secrétaire d'État, ministre déléguée, à la Défense, ancienne maire de Mont-de-Marsan, ancienne élue régionale que vous connaissez bien aussi. Sur cette question-là, de la majorité présidentielle, sur le terrain économique, vous avez plus de points communs avec les macronistes. Vous avez quand même pas mal de points communs en termes de gestion des entreprises, sur la vision. Je crois Pourquoi ne pas vous entendre avec eux finalement? Mais je fais pas la même politique industrielle. Enfin, ou plutôt, je fais une politique industrielle. Et je pense que, alors, c'est moins le cas. Bruno Le Maire a engagé des actions de fond, mais ça reste centralisé. Et regardez, quelle est la politique industrielle, l'axe de politique industrielle le plus efficace en France aujourd'hui? Ça s'appelle l'usine du futur. Comment je reconstruis mon usine? Je numérise, je robotise, ce qui permet d'ailleurs de mieux régler la distance physique des salariés dans une usine. Et je transforme la condition ouvrière. C'est la communauté humaine qui fait que la compétitivité bondit. Qui a créé ça? C'est votre serviteur avec Turbo Méca, Émeric Darcimol, François Pellerin, des hommes d'Aquitaine. Je l'ai proposé au président Hollande, qui en a fait une politique nationale. C'est la politique essentielle. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, nous? On réunit des scientifiques et des industriels pour dire comment je reconquiers les bases de médicaments et la fabrication des médicaments. Non pas à partir du pétrole, mais à partir des plantes. Qui le fait, ça? À Paris? Non. Ici. Donc ça veut dire que le gouvernement, il fait pas cette politique industrielle pour vous? Depuis des années, on a donné les clés du camion à ce que l'on appelle les financiers. Hein, et on a perdu des compétences. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde le reconnaît. Vous avez une entreprise. Aujourd'hui, j'ai un ami qu'on connaît bien, qui s'appelle Immunrise, qui a, sur le plan de la santé et des biotech, un produit assez extraordinaire.
Il paraît que l'ANSES lui réclame 3 ans d'attente avant d'analyser son produit pour le mettre en vente en 2030. Ça signifie que toutes les nouveaux traitements vont se faire industrialiser aux États-Unis. Regardez-le. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, parce que c'est pas que le cas de la France là-dessus. Vous avez vu qui découvre le traitement Deep Pfizer pour la Covid. C'est une boîte allemande, une start-up allemande. Qui l'industrialise? C'est une boîte américaine. Et nous avons des tas de start-up extraordinaires, y compris à Limoges, à Bordeaux, à Poitiers, qui, et on est en train d'y travailler, ont des produits extraordinaires. Si je vous dis qu'on peut-être assurer la reconquête cognitive des trisomiques 21, si je vous dis ça, eh ben c'est ici. Donc clairement, alors, sauf qu'aujourd'hui, clairement... on n'a pas en France, la BPI ne l'a pas mis en place, l'État ne l'a pas mis en place, les fonds propres nécessaires pour industrialiser ces découvertes. On a une entreprise à Pessac qui s'appelle Trifrog, qui vient d'industrialiser un process sur les cellules souches. Ça divise par 10 le prix des médicaments pour les maladies rares qui nous viennent des États-Unis. Mais clairement, pour revenir à la question initiale de Jefferson, vous excluez toute discussion, toute candidature commune avec La République En Marche au premier tour. Mais je discute constamment avec tout le monde. Donc c'est pas exclu. Stanislas Guerini a dit qu'il était prêt à discuter avec les présidents de régions sortants. Vous êtes prêt aussi à cette discussion? Moi, je discute avec tout le monde, mais je reste un socialiste, social-démocrate, si vous voulez. Ce qui m'importe, c'est d'embarquer des compétences humaines aussi, de vraies compétences. C'est de réunir la gauche, bien sûr. Après, qui est au centre du... Enfin, pardon de le dire, c'est peut-être un peu se vanter, mais qui est au centre du jeu? Et qui, aujourd'hui, a 50 projets pour faire l'avenir de cette nouvelle région? Qui les a? Juste, allez, il nous reste quelques minutes. Pour évacuer la question tout de suite, mais simplement, vous l'avez rappelé, vous êtes socialiste. Le Parti socialiste se cherche peut-être un nouveau nom. Est-ce que vous êtes favorable à un changement? Je ne suis pas favorable. Parti socialiste, ça vous va bien? On peut le garder? Mais enfin, c'est une histoire. Jaurès, Blum, enfin, quand même, quoi. Je veux dire, allons, arrêtons de jouer là-dessus. Moi, ce que j'aimerais recevoir d'Olivier Faure, c'est 12 pages ou 20 pages. Je suis prêt à lui aider à les écrire pour dire ce que doit être aujourd'hui un parti social-démocrate pour une France décentralisée, réellement décentralisée, parce que quand même, c'est comme ça qu'on fait le progrès, et même le progrès humain et la réussite scolaire dans les autres pays. 2, comment on se réconcilie d'une certaine manière avec le monde de l'entreprise, même si les gouvernements socialistes ont beaucoup aidé, notamment les start-up. Ce travail ne s'est pas fait au sein du PS? Moi, j'ai rien lu. Mais clairement, ça veut dire que depuis qu'Olivier Faure a pris la tête du PS, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'idée? C'est un peu le projet de faire un projet. Je ne sais pas si vous comprenez mon humour matinal. On a bien compris. Juste un dernier mot. Matutinal. Un dernier mot sur le changement de nom, puisque vous tenez à ce qui est socialiste, parti socialiste. Socialiste au pluriel, comme le propose François Hollande, ça serait une bonne chose ou pas? Pourquoi pas? Tant qu'il y a le mot socialiste, c'est ça pour vous? Il faut garder le mot socialiste. C'est une part de l'histoire, parce que quand même, on voit bien aujourd'hui, à travers la crise, le million de personnes qui passent sous le seuil de pauvreté. On est à plus de 9 millions. L'ascenseur social qui est bloqué. Donc une société qui respire pas. Des niveaux de salaire qui sont quand même très bas. Et tout le monde le constate. D'ailleurs, la proposition, vous savez, de mettre en place un SMIC ou plus pour sortir de la crise des Gilets jaunes par les entreprises, c'est venu d'une discussion entre Marc Prekewski, patron de Seva Santé Animale, président du club des ETI et de votre serviteur. On l'a proposé à l'Élysée. Après, ça a été raflé par quelqu'un d'autre. Mais l'idée est venue d'ici. Et ça veut dire, on imagine un candidat socialiste pour vous à la présidentielle, ou on peut s'effacer derrière un autre candidat de gauche pour vous? Oui, mais je suis pas là-dedans, moi. Non, mais si on suit votre idée, je que vous suis tenez pas à ce là-dedans. qu'on garde... Je préférerais, bien entendu. Je préférerais. Après, il faut trouver la bonne personnalité. Moi, je regrette que... Qui pourrait être qui? Pour Juan Hidalgo, ça pourrait être la bonne personnalité? Pourquoi pas, mais... comment dire, l'ancien Premier ministre Cazeneuve aussi était une sacrée personnalité.
Donc il y a des ressources. Me faites pas aller dans des domaines où je suis pas. On va terminer par quelques questions d'actualité quand même. Faites-moi parler de Trifrog et comment on va révolutionner révolutionner le traitement. On va terminer. La campagne n'a pas commencé, alors. Je me permets. Ah ben là, je parle des dossiers dont je m'occupe. Hein. On va parler de quelques questions nationales pour terminer, Alain Rousset, et des questions qui préoccupent, notamment cette proposition de loi sécurité globale. Oui, comment avez-vous vécu, Alain Rousset, ces dernières semaines avec cet article 24, cette polémique avec ces accusations d'un gouvernement liberticide qui attaque justement les libertés d'informer, les libertés de presse, etc. Cette polémique, comment vous l'avez senti ? Ce qui m'importe, c'est comment tout ça atterrit. Hein, quand j'entends vos collègues, je suis pas rentré dans la loi, je suis plus parlementaire. Voilà, j'ai le sentiment que le projet de loi a évolué, mais tout ce qui va contre la liberté de la presse est une erreur fondamentale. Et on voit bien que progressivement, si demain le Front National arrivait au pouvoir avec une loi et cet article 24, ça pourrait être dramatique pour vous. Sur la loi pour nous. Il y a une autre loi qui arrive, c'est celle sur les séparatismes. Elle est importante. Il fallait une loi comme celle-ci pour clarifier justement, là encore. Alors j'aurai la semaine prochaine. Excusez-moi de faire une pirouette, mais je m'occupe plus des médicaments de demain que de voilà. Même si c'est à cette loi dont je faisais référence, et plus qu'à la loi sur la sécurité globale, qui est peut-être plus critiquable que la loi sur le séparatisme. Ce qui m'étonne, moi, dans tout ça, si vous voulez, si vous permettez que je prenne du recul et que je le dise, c'est qu'il n'y a qu'en France que se posent ces problèmes. Non. Il n'y a qu'en France que se posent... vous allez en Allemagne, vous allez en Angleterre, pourtant des gouvernements de droite, vous n'avez pas ce clivage qui peut exister parfois. On parle de violence de certains policiers. Vous n'avez pas ce type de problème. Vous n'avez pas ce type de problème en Allemagne. Vous n'avez pas ce type de problème même en Angleterre. Alors, j'organise la semaine prochaine avec des intellectuels et notamment Jean-Noël Jeannet un débat sur la laïcité. La mère d'une des victimes musulmanes militaires de Toulouse, vous savez, de Mera, va témoigner. On va essayer d'avoir un vrai débat de fond. François Dubé aussi viendra. Moi, j'ai besoin de m'accrocher à, non pas simplement à des pétitions de principe, et j'ai regardé, il y a eu dans les séries du Monde des articles extrêmement forts sur la laïcité à la française. Je voudrais pas qu'on se cache derrière simplement des pétitions de principe et que derrière on ne voit pas. Je vous parlais de cette lutte contre les réseaux de drogue, les réseaux de prostitution, de rentrer là-dedans contre ces salopards qui détruisent notre jeunesse et qui les font basculer parfois dans la vraie délinquance. Moi, je veux regarder ça. Y compris en comparant ce qui se passe en France de ce qui se passe dans ces pays. Pourquoi il y a des zones de non-droit ? Et c'est inadmissible. Parce qu'on a retiré la police de proximité, parce qu'on n'a pas fait autant d'efforts qu'il fallait sur ce qu'on a appelé la politique de la ville. Parce qu'on n'a pas assez intégré, même si on a beaucoup intégré toute cette population immigrée ou deuxième génération. Mais... vous avez des cas, je me souviens, j'étais maire de Pessac, quelqu'un qui habitait, je crois, à Sège, je sais pas, né français et marocain, venu en France, mission supérieure. Eh bien, l'administration française ne retrouvait pas son acte de naissance, franco-marocain, donc pour pouvoir être français, eh bien, on les a fait traîner pendant 5 ans. Et ce sera le mot de la fin. Merci. C'est inadmissible. Avant de se quitter, on va regarder les unes de nos partenaires. On commence bien sûr par la une de Sud-Ouest qui est consacrée à Jean Castex et aux décisions de Jean Castex. Castex ne fait pas de cadeaux. C'est à la une de votre journal Jefferson et puis à la une du Populaire du Centre. Toujours Jean Castex sur les annonces pour les fêtes de fin d'année. Va-t-on sacrifier la table ? C'est à la une du Populaire du Centre. Merci beaucoup Alain Rousset d'avoir été avec nous ce matin. Merci
merci aux Populaires du Centre et merci beaucoup à Sud-Ouest et à TV7 de nous avoir accueillis ici dans leurs locaux. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui ont permis la réalisation de cette émission. On vous souhaite un très bon week-end sur nos antennes.